Alors peut-être je peux inviter Laure Hirsig à nous rejoindre, qui a suivi le processus de travail d'élaboration du texte, parce que ça a été un travail de longue haleine qui a commencé il y a plusieurs années. Et donc on a fait plusieurs laboratoires de création avec Laure, avec le metteur en scène David Gauchard. Donc Laure Hirsig, Cédric Dorier, Denis Lavalou. Merci d'être là et de rester. J'ai trop mes petites tables. Non, mais je vais rester. Non, je vais rester debout. Je vais rester debout. Tiens, prends, je reste debout. Ah. Voilà, je ne sais pas si vous avez des réactions à chaud ou si vous voulez que je vous parle d'abord du processus de travail, de création de ce texte, de Giordano Bruno. Est-ce que tout de suite vous avez quelque chose à nous confier? Je sais que c'est pas toujours simple. Donc, moi, comme la plupart d'entre vous, je connaissais absolument pas Giordano Bruno il y a peut-être 5 ans, 6 ans, 8 ans peut-être. Je suis tombé par hasard sur un livre qui s'appelle L'homme incendié, d'un auteur français d'origine italienne, Serge Filippini. Et c'est une biographie très romancée de la vie de Giordano Bruno, qui est parue dans les années 2000. Et ce livre m'a complètement stupéfait, d'abord par ce bonhomme que je connaissais pas, ou très très peu, juste de nom, et de noms très très lointains, et puis par l'aventure totalement rocambolesque, picaresque de son existence, qui a duré donc que 52 ans. Du coup, très vite, je me suis dit, j'ai envie de porter cette parole-là au théâtre. J'ai demandé, je suis entré en relation avec Serge Filippini, l'auteur du livre. Je lui ai demandé s'il acceptait que je l'adapte pour le théâtre. Et il était assez enthousiaste à cette idée-là. Et j'ai eu la chance d'obtenir, puisque moi je suis d'origine française, mais je vis au Québec depuis 30 ans, j'ai obtenu du Conseil des arts et des lettres du Québec ce qu'on appelle le Studio du Québec à Rome, c'est-à-dire une résidence de création de 6 mois assortie d'une bourse pour pouvoir faire mes recherches sur Giordano Bruno. Et c'est comme ça que je suis véritablement tombé dedans de janvier à juin 2019. Je me suis mis donc à la fois à parcourir son itinéraire italien et puis à lire tout ce que je pouvais lire de et sur Giordano Bruno pendant cette période d'immense liberté et merveilleuse liberté de ma vie. Et progressivement, j'ai vraiment eu envie d'écrire mon Giordano, non pas parce que j'aimais pas le roman de Filippini que j'adore, mais parce que justement c'était un roman et que moi j'avais envie, puisque personne ne le connaissait et puis que je voulais le faire connaître, d'aller vraiment au plus proche de la vérité historique, de la vérité personnelle aussi, si on peut dire, du personnage dont on connaît finalement très peu de choses, parce que, à part, heureusement, les livres qu'il a disséminés partout en Europe, il a écrit près de 40 livres en moins de 15 ans, ce qui est absolument énorme. Il les a fait publier un peu partout, en Italie, mais surtout en Europe, donc en France. Oui, l'Italie fait partie de l'Europe, mais en France, en Angleterre, à Francfort, en Allemagne, un peu partout. Et heureusement, parce que c'est comme ça que l'Inquisition et l'index des livres interdits n'ont pas pu brûler tout ce qu'ils ont voulu brûler de Giordano Bruno. De sorte que les livres ont continué quand même à se diffuser vraiment en catimini dans toute l'Europe du XVIe, XVIIe siècle, puisqu'il est mort au tournant du siècle. Et ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on a vraiment commencé à se réintéresser à lui, que la chape de plomb que l'Église avait mise sur ce personnage, pour elle sulfureux, mais pour nous fort intéressant, a commencé à s'ouvrir un peu, et où on a vraiment commencé à repenser ce Giordano Bruno et à essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous avait raconté. Alors voilà, en gros, c'est un petit peu le parcours que j'ai fait. Ensuite, avec Cédric Dorier, avec le metteur en scène David Gauchard, français, avec Laure Hirsig, on s'est réunis en 2021, 22, 23. On a continué à travailler sur ce texte. J'étais noyé dans la matière à un moment donné. Je ne savais plus par quel bout la prendre. C'était trop énorme finalement, parce que tout ce que j'avais lu, plus ou moins digéré, compris, pas compris de Giordano Bruno, je m'en sortais plus. Donc il a vraiment fallu des interlocuteurs, des interlocutrices, des lectures,
du travail en laboratoire pour essayer d'accoucher de cette forme courte, mais à la fois dense, j'imagine pour vous, qui est ce spectacle qui s'appelle Giordano. Alors peut-être que maintenant vous avez des questions. Alors peut-être que je vais laisser alors le soin de parler un petit peu de moi, comment elle nous a accompagnés. Moi, je connaissais pas du tout Giordano Bruno. J'étais vraiment une inculte en la matière. Quand Denis nous en a parlé, je trouve que tu lui ressembles beaucoup, en fait. Je trouve que c'est un personnage qui te va bien, dans le sens où Giordano, c'est quelqu'un qui a beaucoup dû errer parce que sa pensée s'est confrontée à l'adversité et qu'il est allé plus loin porter sa parole, plus loin chercher des interlocuteurs. Et toi-même, tu as ce côté nomade, où les frontières sont pas vraiment importantes pour toi et où tu mènes ta matière artistique à différents endroits sur Terre. Et où dans la pensée holistique, qui considère le monde comme un tout et qui considère que Dieu n'est pas une espèce d'entité supérieure et dogmatique, mais est beaucoup plus subtile et beaucoup plus complexe que ça. C'est une vision très contemporaine pour l'époque. Alors, je ne sais pas ce que tu crois ou ce que tu ne crois pas, mais je trouve que que cette pensée te va bien. Et c'est vrai que moi j'étais là au tout début du processus avec Cédric, un autre acteur aussi qui donnait la réplique à Cédric pour que Denis puisse voir aussi l'extérieur, et le metteur en scène, David Lechar. Et la matière était extrêmement dense, quoi. Et on s'est tous dit, mais Denis peut éditer les mémoires de Giordano Bruno, faire 15 conférences, faire une bande dessinée. Voilà, il y a tout le panel. Il maîtrise complètement. Série Netflix. Et c'est vrai que j'étais là au début du processus. Après, ils sont partis pour faire des résidences en Bretagne ou au Québec. Et puis, j'ai raccroché les wagons vraiment là, récemment, à Vevey. Donc, c'était intéressant de voir à quel point c'était digéré, puis à quel point toute cette matière, elle a nourri des idées. Et c'est peut-être ça la chose la plus complexe, c'est d'avoir des idées très simples, un espace simple, des effets signifiants, comment le jeu se déploie. C'est vraiment très intéressant d'avoir vu à quel point tout ça devenait une forme théâtrale qui se parle, en fait. Donc moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce projet, c'est aussi d'amener cette parole courageuse. Pour moi, c'est un adjectif qui qualifie bien Giordano Bruno et Denis Lavalou, qui portent ce projet depuis des années. Ce courage à dire les choses et ne pas avoir peur, en fait, du danger, parce que penser librement à cette époque-là, c'est juste se mettre en danger de mort. Et actuellement, ça l'est encore dans certaines zones géographiques. Donc, je trouve que c'est très contemporain, en fait. Et puis même cette vision globale des choses, cette vision écologique des choses, cette liberté du corps aussi. La religion n'est pas forcément l'abandon du corps charnel. Toutes ces choses-là, je trouve, sont très intéressantes dans ce personnage que je ne connaissais pas. Donc merci à toi, parce que je les découvre. Et puis de voir comment un acteur l'incarne, comment Cédric s'est emparé de ça. Comment ça se joue. C'était aussi super intéressant de voir comment vivifier cette parole dans une forme théâtrale. Oui. Donc, d'abord, merci, c'était vraiment super. Ce que vous avez fait, c'est criminant. Je trouvais vraiment intéressant l'échange, le dialogue que vous avez introduit entre Giordano et Royal et aussi là. Est-ce qu'il y a de l'autre ou des documents historiques de Giordano que vous avez imaginé? Non, alors très très clairement, ces rencontres-là, elles ont évidemment eu lieu. Giordano est arrivé à Paris en 81 et puis il faisait des conférences sur saint Thomas d'Aquin et Henri III a vraiment eu vent de ces conférences et s'est demandé vraiment, Henri III qui était donc extrêmement pieux, extrêmement catholique, il s'est demandé qui était cet Italien, ce philosophe italien qui faisait grand bruit à Paris et que tout le monde voulait connaître parce que voilà, c'était une espèce de star. Donc il l'a fait venir au Louvre et il l'a pensionné pendant quelques années. Il lui a offert une place, on appelle ça à cette époque-là le collège des lecteurs royaux, qui est l'ancêtre du collège de France. Et donc il a été effectivement à la cour du souverain et plusieurs fois amené à discuter avec Henri III
des difficultés de cette époque-là, qui sont des difficultés qu'on connaît tellement maintenant entre les guerres de religion. Je veux dire, on est tellement en plein dedans, ça nous a rattrapé cet automne, mais de façon hallucinante, on pourrait presque dire, même si c'est pas chez nous que ça se passe. Et donc Henri III est fort intéressé. Même chose pour Élisabeth d'Angleterre. Donc Henri III l'a envoyé à Londres à la suite de Michel de Castelnau, l'ambassadeur de France, pour négocier d'une part le mariage du jeune frère du roi François d'Alençon avec la reine anglaise. Tout ça est totalement authentique. Et puis évidemment aussi la libération de Marie Stuart, qui était en prison et qui a fini décapitée. Hein, ça faisait partie de la mission de Michel de Castelnau. Ces deux choses-là, malheureusement, se sont passées, la fin de Marie Stuart et puis la mort de François d'Alençon, de sorte qu'effectivement, il est rentré à Paris. Mais c'est vrai qu'il est parti à Oxford pour essayer donc de donner des cours, des conférences, et qui s'est fait mais ramasser par les docteurs anglicans d'Oxford qui l'ont accusé de plagiat. Ils l'ont accusé de plagier Marcille Ficin, qui était un philosophe du siècle précédent, qui est un philosophe extrêmement important puisque c'est le premier à avoir traduit Platon en italien à la cour de Laurent de Médicis. Donc c'est vraiment un personnage important, et c'est sûr que Giordano Bruno s'est abreuvé de l'œuvre de Marcille Ficin, comme de tant et tant d'autres, des présocratiques aussi, de tous les philosophes qui couvrent la scolastique médiévale jusqu'à la première Renaissance, la Renaissance italienne au XIVe siècle, XVe siècle, XVIe siècle. Il a tout lu, cet homme, il est hallucinant. C'est vraiment, il s'est dit, un peu comme nous aujourd'hui, où on n'arrête pas d'acheter de la mémoire pour augmenter notre disque dur, il s'est dit, avec toutes les choses qu'on aura à découvrir, parce qu'il était extrêmement conscient qu'on ne connaissait absolument rien à l'organisation du monde, eh ben, il allait falloir vraiment développer notre disque dur. Et donc lui, c'était par la mémoire, par les systèmes mnémotechniques, qu'il a essayé d'agrandir, on pourrait dire, sa capacité mémorielle. Donc tout ça est attesté, bien sûr, mais les dialogues, je les ai réinventés, évidemment, en retravaillant, en relisant sur le personnage d'Henri III, qui est un personnage hyper intéressant, beaucoup moins caricatural qu'on a pu le donner. C'était vraiment un souverain éclairé, un souverain qui doute. C'est quelqu'un tout de suite d'intelligent, moi je trouve, qui se pose des questions par rapport au pouvoir. C'est vraiment intéressant. Élisabeth, elle est hyper intéressante aussi. Giordano avait une admiration absolue pour Élisabeth d'Angleterre, probablement plus qu'elle n'avait d'admiration pour lui. C'est un petit peu la même problématique qu'avec Philippe Sidney. Philippe Sidney, je ne sais pas si vous connaissez ce poète anglais, c'est un météore aussi dans la littérature, mais tout ça est attesté aussi. Philippe Sidney faisait partie du cercle de l'ambassade de France à Londres, avec plein d'autres esprits brillants, et donc Giordano a circulé là-dedans. Le problème, c'est qu'on n'a aucun papier personnel de lui. On n'a pas de lettres, on n'a pas de correspondance. On a très peu de témoignages d'époque, parce que personne ne voulait témoigner, si ce n'est contre Giordano Bruno. C'était trop dangereux, vraiment. Et il se trouve qu'on a tout le procès vénitien, on a donc les actes, les minutes du procès, mais à partir de Rome, on n'a plus rien, pour la bonne et simple raison, malgré les 7 années de procès, de procédures et beaucoup de choses, c'est Napoléon Ier qui a volé à Rome les papiers à l'Inquisition, les papiers concernant Giordano Bruno pour embêter le pape, ni plus ni moins, puisque lui, il se croyait le pape de tout. Et donc, il les a ramenés en France, et au moment de la débâcle napoléonienne, en 1815, on sait qu'ils sont passés à Louis XVIII, donc la restauration monarchique française, puis la boîte Giordano Bruno a disparu. Donc, elle est peut-être quelque part, mais moi, je suis à peu près persuadé que c'est vraiment l'Église qui l'a ramassé et qui a tout brûlé, pour que vraiment on n'en parle plus du tout. Oui. Ça veut dire que dans les universités dans lesquelles il aurait quand même plus ou moins enseigné à moyen durant des petites durées de temps, il n'y a aucune archive, on ne trouve rien de lui. Il y a pas on a quelques traces. À la Sorbonne, on a la trace de cette fameuse querelle du collège de Cambrai. Oui, on l'a. Et j'ai questionné aussi un professeur d'histoire de la Sorbonne qui dit oui, effectivement, ça s'est passé. En plus, on a un témoignage rare, mais un témoignage d'un
c'est pas un libraire, mais qui s'occupe d'une bibliothèque, un bibliothécaire, voilà, tout simplement, excusez-moi. Un bibliothécaire de la bibliothèque Saint-Victor à Paris, qui n'existe plus, qui a disparu, mais qui avait reçu Giordano Bruno, qui cherchait évidemment des livres à lire, etc. Et Giordano Bruno lui avait raconté, il avait notamment raconté cette histoire de livres offerts au pape. C'est pas prouvé non plus, mais il l'avait raconté à cet homme avec qui il a eu, semble-t-il, pas mal d'échanges. Et apparemment, donc, ce libraire de la bibliothèque Saint-Victor connaissait aussi le recteur de l'université de Paris, qui lui a raconté la dispute qui a vraiment failli tourner mal. Et c'est authentique, c'est vrai, il a failli y avoir une émeute, littéralement, il a failli se faire lyncher. Il a été obligé de dire « je reviendrai demain pour finir de m'expliquer, mais là, l'heure est passée ». Et il est parti, je veux dire, il n'avait pas le choix de partir. Il y avait une autre affaire qui lui est tombée dessus à cette époque-là, mais je ne vous raconterai pas tout parce que ce serait trop long, mais je préfère vous entendre, oui. Moi j'aimerais juste savoir, j'ai lu un petit peu les ouvrages de Galilée. Je mentionnais la physique, ça m'intéressait. Je trouvais incroyablement limpide. Je ne pensais pas que des textes aussi anciens, finalement, quand même, par rapport à nous, à ce qu'on peut lire dans les littératures actuelles. Et je me demandais, est-ce que Giordano Bruno est aussi limpide que Galileo Galilei? Non. Non. La fait supposer, quoi. Oui, non, vraiment pas. Non, c'est difficile à lire. Il y a une pièce, Le Chandelier, qu'il a écrit à Paris et qu'il a transmis au roi, qui est plutôt plus facile, même s'il y a des idées philosophiques là-dedans. C'est vraiment une grosse farce rabelaisienne, parce que c'était un homme très physique, un homme très, très vivant, néanmoins, malgré cette apparence de penseur-là. Mais non, il est difficile à lire, certainement. Il a publié donc à peu près 5-6 ouvrages en italien napolitain. Bon, rappelons que Naples appartenait au royaume d'Espagne à cette époque-là. C'était pas l'Italie. L'Italie n'existait pas de toute manière. C'était pas quelque chose de constitué. Donc, il a écrit donc ces livres-là, quand même dans l'objectif, dans le souhait, de la même façon que Ronsard et les poètes français de la Pléiade ont décidé d'écrire de la poésie en français plutôt qu'en latin pour valoriser la langue vernaculaire. Donc lui aussi voulait absolument valoriser cet italien napolitain dans lequel il avait vécu. Après, quand il est reparti vers Francfort, non, il est reparti vers le latin. Donc c'est des traductions d'italien napolitain plus des traductions de latin qui ont été traduites en italien, mais tout n'a pas été traduit en français. Non, je vous assure que je m'en suis vu. Et il a fallu vraiment que j'aille chercher d'autres ouvrages qui commentent la pensée de Giordano Bruno pour que j'arrive finalement à essayer de mettre, pas sur tout, mais sur le principal, des idées assez claires et assez arrêtées. Ça a été le travail de Cédric, de Laure, de l'autre comédien, justement d'essayer de simplifier le plus possible cette pensée sans la minimiser, sans en faire quelque chose de caricatural, mais juste essayer de transmettre une parole simple, parce que finalement, ça se peut. Ce qui aide beaucoup, c'est son observation du monde. Oui. C'est qu'il passe beaucoup par les sensations, en fait. La oui, céleste absolument. Enfant, tu nous avais lu une partie de texte où il y a vraiment presque cette illumination de on n'est pas seul, il y a peut-être de la vie là-haut, il est enfant en fait. Il est tout jeune. Il imaginaire oui. aussi qui est très puissant chez lui. Oui. Du coup, qui passe très bien au théâtre. C'est quelqu'un, quand il est. Moi j'adore la portion de texte, je pérégrine. Il voit les fruits sur le sol et il se dit peut-être que la terre elle se nourrit du fruit qui tombe. Enfin, il y a tout ce cycle, il y a toutes ces choses qu'il comprend en acte par son empirisme sensoriel, par son corps. Et ça, je trouve que c'est une clé pour le plateau et c'est une clé pour comprendre un peu ce qu'il veut dire aussi. Oui, parce que c'était des expériences. Oui. Même son délire sur la mémoire, c'est plein de fantaisie. Raymond Lull, c'est des êtres qui sont fantasques aussi, qui sont géniaux, mais qui sont assez drôles. C'est pas des sérieux, c'est quelque chose de... Est-ce que vous dites, est-ce que vous avez mentionné c'est les fruits qui vont semencer la terre? Est-ce qu'on le lit, ça? Parce que, par exemple, à la fin du spectacle, quand je parlais en gros, je veux dire,
j'entends un peu Hubert Reeves, quoi. Là. Vous voyez? Donc, c'est pas Giordano Bruno. Non. Toute la dernière. La dernière, la tirade finale n'est pas de lui. Voilà. En fait, c'est une expérience que j'ai eue aussi à Rome, tous les 17 février à Rome. Hein, c'est la commémoration du martyre de Giordano Bruno au Campo dei Fiori. Et c'est une journée absolument étonnante, vraiment. Le Campo dei Fiori, c'est le marché public de Rome tous les jours. Hein, c'est le marché. Donc, le matin, on est dans le marché. On a cette immense statue qui trône au milieu de la place, que les gens regardent assez peu d'ailleurs. Il y a tout le socle sur lequel est inscrit aussi Michel Servet. Il fait partie, donc, au XIXe siècle, de tous ces libres penseurs qui ont été persécutés, justement, dans ces années-là. Et puis, il y a toutes sortes de gens qui traînent autour de la statue, c'est invraisemblable. On fait des offrandes à la statue, beaucoup d'artistes, mais toutes sortes de gens donnent des bouquets de fleurs, donnent des tableaux, donnent des poèmes, donnent de tout. Et on dit aux passants, prenez ce que vous voulez, c'est Giordano Bruno qui vous l'offre. Autour de ça, il y a des tas de gens qui sont persuadés qu'il vit à travers nous, qu'il est encore... Le côté ésotérique de cet homme-là, il existe encore et il est puissant, vraiment. À Rome, chez certains individus, c'est incroyable. Comme vraiment, j'ai rencontré une astrophysicienne aussi, Giuliana Conforto, qui a écrit des tas de bouquins, qui elle croit aux univers parallèles, aux multivers, donc qui analyse ce que lui dit être les mondes multiples comme des multivers. C'est très ambigu. Je veux dire, on ne sait pas ce qu'il peut penser. Et dans l'étroitesse de leur connaissance, ils ne pouvaient pas avoir cette projection-là, c'est évident. Mais donc, voilà, comme Giordano Bruno, il semblait complètement vivant pour un certain nombre de personnes à Rome à ce moment-là. Et puis le soir à 5 heures, on vide complètement la place, on la nettoie, 250 chaises sont installées. Et ça, c'est des discours officiels de la gauche libertarienne officielle romaine, hein, qui donc s'est associé à Giordano Bruno comme le libre penseur laïque, hein, dont il faut absolument encore aujourd'hui défendre les idées. Donc vous voyez, on a vraiment cet amalgame de gens qui sont très ésotériques et qui pensent que... J'ai vraiment des entrevues d'une femme qui était professeure de chant qui me disait, mais il m'a dit ce matin qu'il fallait que je vienne et tu vois, je te rencontre. Voilà, j'ai ma preuve que ce qu'il m'a dit ce matin, c'était juste. Il fallait que je sois là aujourd'hui avec toi, c'est évident. Je suis tellement contente que tu parles de Giordano Bruno. Tout ça en italien, évidemment. Cédric m'avait préparé, parce que lui, il parle très bien italien, il m'avait préparé un petit formulaire, des petites questions que j'avais posées, puis j'avais mon micro. Mais j'ai rencontré des gens extraordinaires, vraiment, du plus sérieux au plus imaginatif, c'était là. Donc je me suis dit, dans cette fin, puisque, comme il dit, des milliards d'années d'évolution défilent sous mes yeux, que je ne peux plus ni ouvrir ni fermer, etc., je me suis dit, ben là, je vais aller du côté d'Hubert Reeves, je vais aller du côté d'Aurélien Barraud, peut-être que vous connaissez cet astrophysicien contemporain, qui a fait des conférences sur Giordano Bruno aussi, on les trouve sur le net. Je vais aller du côté de ce qu'on sait vraiment aujourd'hui, comme si lui-même s'était projeté comme ça dans le 21e siècle. Sinon, tout ce qu'il y a avant, c'est lui, il n'y a pas de doute. Et c'est intéressant cette question de Galilée. Galilée n'a jamais écrit ni prononcé le mot Giordano Bruno. Sauf que Kepler, qui a été l'assistant de Galilée pendant un moment, qui était aussi l'assistant d'un autre astrophysicien qui s'appelait Tycho Brahe, Kepler, on a une lettre, cette fois, on a la correspondance de Kepler à Galilée, qui vraiment affirme à Galileo Galilei, sans Giordano Bruno, on n'aurait jamais pu faire les découvertes qu'on a faites. C'est confirmé. Sauf que ce pauvre Galilée a été jugé par le même juge donc 30 ans après, par Bellarmine. Donc il ne pouvait surtout pas parler de Giordano Bruno, c'était vraiment se condamner d'avance, quoi. Parce que l'Église n'est jamais revenue sur la condamnation à titre d'hérétique de Giordano Bruno dans les années 2000, donc au moment du 400e anniversaire de sa disparition. On a quand même questionné le Vatican. Et ils sont revenus et ils ont dit, oui, on regrette quand même la torture et le bûcher, mais c'est un hérétique, c'est sûr. C'est vrai qu'en remettant en cause la virginité de Marie, la Sainte Trinité, la transsubstantiation, c'est sûr que ça ne peut pas marcher, quoi. Oui. Pourquoi vous n'avez pas mis en scène même ce texte? Je pense que Laure a répondu.
parce que j'avais besoin de porter ma parole à travers quelqu'un d'autre. Ça fait très longtemps que je questionne les religions, ça fait très longtemps que j'ai envie de parler des religions, mais c'est terriblement compliqué d'aborder cette question-là. Et c'est ça aussi, quand j'ai lu le roman de Filippini, je me suis dit, ah ça c'est peut-être un moyen d'aller vers les questions que je me pose, sans pour autant être dogmatique à mon tour, justement. Essayer d'ouvrir et pas fermer, quoi. Et donc, j'avais besoin de la dire, cette parole-là aussi. Mais très vite, Cédric est apparu dans ce travail-là de monologue dialogué, au fond, puisqu'on partage le même personnage. Mais j'avais aussi envie de montrer l'origine, où est-ce qu'il démarre en fait et justement comme disait Laure, comment il démarre dans des sensations très physiques, dans des observations extrêmement pointues, dans tout ce qu'il peut palper quelque part, et puis qu'après il va construire ses œuvres et puis travailler de façon entre guillemets un peu plus intellectuelle. Donc c'est ça, j'avais envie de le porter. Oui. Et alors justement, vous avez déjà répondu en partie, mais vous avez envie d'être un solo théâtral? Ah, on a tellement envisagé de choses là. La forme, c'était très compliqué. Je savais pas. Ils ont lu peut-être combien 250 pages de texte à un moment donné. Je me disais, je vais faire une espèce de conférence, parce que ça se fait beaucoup aussi en ce moment au théâtre, des conférences sur Phèdre, des conférences sur certains personnages comme ça. Sur Aurélien Barraud, d'ailleurs, il y a une conférence sur Aurélien Barraud. Bon, et puis, donc ça fait des espèces de morceaux documentaires, on pourrait dire. Et puis des morceaux joués, donc ces scènes, Henri III, il y en avait d'autres, il y avait d'autres personnages qu'on a éliminés en cours de route. Et puis voilà, on a cherché ensemble, vraiment, grâce à Cédric, grâce à Laure, grâce à l'autre comédien, Christian Robert Charru, grâce à David, quelle forme ça pouvait prendre. À un moment donné, oui, je me suis dit, au fond, c'est vrai que c'est à peu près un monologue, mais c'est pas un monologue, puis le plaisir du jeu, c'est quand même d'être avec quelqu'un. Donc les trois personnages qu'on a conservés, qui sont vraiment essentiels dans la biographie de Giordano Bruno, on avait envie vraiment de les jouer ensemble. Voilà, je ne sais pas si vous avez une dernière question, ou peut-être je vous libère, peut-être je vous laisse partir avec ça. Le livre est en vente là, à l'accueil, si vous avez envie de repasser à travers tout ça. La petite librairie d'à côté aussi a vite commandé L'homme incendié de Serge Filippini. Bon, là, elle est fermée, mais vous pourrez le trouver là, assurément. Donc, je crois que c'est vraiment un personnage qui mérite l'attention. Et merci de votre attention. Thank you.